Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande première. C'est la première de 2025 puisque nous avons consacré le mois de janvier 2025 à vous faire des rappels, ce qu'on appelle traditionnellement dans notre jargon des best-of. Les meilleurs moments de 2024 vous étaient proposés comme ça 3 heures durant pendant le mois de janvier 2025. En ce début du mois de février, nous avons décidé de vous proposer l'information ô combien dense du continent africain. Nous allons dans cette émission parler de la Tanzanie, nous allons parler du Gabon, l'actualité dense en Côte d'Ivoire, nous allons aussi parler de la Mauritanie, nous irons faire un tour du côté de l'Éthiopie, du Togo, du Tchad. Bref, on vous donnera le meilleur de l'information africaine. Je suis Constieka. À l'entente de cette émission, rien de plus normal d'accorder cette page belle au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est aussi le maire d'une des communes la plus populaire de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, précisons-le. C'est la commune de Yopougon. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, qui n'est de tout repos, il faut le dire, a reçu récemment des vœux de plusieurs personnalités parce que tout le monde s'évertue à présenter les vœux avant le 31 janvier. Lui, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est aussi le maire de Yopougon, a reçu des vœux de plusieurs personnalités. Des vœux de ses administrés et de la communauté de Yopougon, très heureuse du travail abattu par leur maire. Yopougon est reconnaissant du travail du maire Adama Bictogo. C'est alors que celui qui est considéré comme le diamant noir du RHDP n'a pas tari d'éloges et a continué à faire des promesses. Il faut le remarquer, des promesses qu'il tient. Reportage Ousmane Koulibaly pour CNN Télévision, Lévite Elie Volant, Marcel Bassolé. Après l'élection des jeunes, le conseil communal de la jeunesse, je mettrai en place une structure des jeunes chargée de nettoyer les caniveaux de Yopougon chaque jour. S'il nous faut embaucher 100 ou 200 jeunes, nous le ferons. Mais chaque quartier de Yopougon aura une structure de jeunes en charge de nettoyer les caniveaux et de regrouper les ordures. Oui, c'était un petit extrait comme ça qui vous a été proposé de voir combien le maire de Yopougon, l'honorable Adama Bictogo, qui est aussi le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il faut le préciser, faisait encore des promesses comme ça aux populations de Yopougon parce qu'il veut faire de cette commune l'une des plus belles communes d'Abidjan. Ça, c'est le travail Made in RHDP. Restez des nôtres dans ce programme. Nous allons pendant 1 heure vous proposer de l'information africaine. Dans cette émission, on parlera pratiquement 2 fois de notre partenaire officiel parce que c'est un mois qui précède très bientôt son anniversaire. Un coup d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique.
Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Eh oui, qu'est-ce que ça fait plaisir de fêter les 10 ans d'une institution, une institution qui fait des siennes à travers pratiquement tout le continent africain et même au-delà. C'est tous les parents qui nous envoient par mail, par téléphone interposé à toutes les équipes de CNN, comment s'inscrire à l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Ça fait plaisir de voir qu'en Afrique, nous restons regroupés autour de nos acquis. On se retrouve juste après la réclame. Après la Côte d'Ivoire, rien de plus normal. Dans cette émission, on parlera beaucoup de la Tanzanie. On parlera aussi beaucoup de la Côte d'Ivoire. Nous y arrivons. En Côte d'Ivoire, le pays dirigé par son Excellence le président Alassane Ouattara, avec au gouvernail de l'administration, pour ne pas dire l'exécutif du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Mariatou Kone, honore la politique du président Alassane Ouattara par le respect scrupuleux de sa feuille de route. L'Union des enseignants de la Bagoué le lui rend de bien. Ces enseignants sont venus témoigner leur gratitude à la politique du président Alassane Ouattara auprès du ministre de tutelle. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le peuple comme ça reconnaître les efforts du gouvernement par le biais de leur ministre de tutelle. Mariatou Kone en a été honorée. Reportage CNN Côte d'Ivoire, dirigé par Ousmane Koulibaly au service de reportages spéciaux, assisté de Lévite Edivonon. La rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Mariatou Kone, et l'Union des enseignants du RHTP, section Bagoué, s'est tenue sur la place Ladji Dao de la Maison du Rassemblement à Boundiali. Accompagnés de leur président national, les enseignants sont venus témoigner leur gratitude à leur ministre de tutelle, par ailleurs membre du directoire du RHTP, pour tous les projets réalisés dans les secteurs éducatifs depuis 2021. Alors le ministre, c'est la première fois de ma longue histoire de trentenaire au niveau de l'enseignement de voir que tous les 41 drains sont dotés en même temps en voiture flambant neuve. Les faits parlent mieux que les verbes. Pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Mariatou Kone, a loué l'initiative de ses hôtes. Saisissant l'occasion, elle a réitéré la politique du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, concernant l'éducation et a ensuite sollicité leur pleine implication dans l'édification d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il veut que vous soyez à l'aise, que vous travaillez dans de bonnes conditions. Vous avez vu les milliers de motos qui ont été distribuées. Vous avez vu les véhicules qui ont été distribués aux IEP. Vous avez vu les véhicules qui ont été distribués aux directeurs régionaux. Vous allez voir les véhicules qui vont être distribués à tous les directeurs de CAFOR et ainsi de suite. Faites confiance au président Ouattara et avançons. Avant de rencontrer les enseignants du RHTP, Mme Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avait déjà eu des entretiens avec des syndicats et partenaires sociaux du secteur éducatif. Elle a également appelé 105 fédérations syndicales à adopter un syndicalisme citoyen engagé dans la promotion de l'école ivoirienne. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça la ministre Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, qui suit sa feuille de route avec attractivité, surtout avec amour pour ses compatriotes. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour la Mauritanie, juste après la réclame. En Mauritanie, ce pays d'Afrique de l'Ouest, présidé par son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, est un pays aujourd'hui qui rarement fait parler de lui dans l'actualité politique, mais fait des choses bien. Et dans ce pays a été organisé un gros événement. Un événement pour lequel nous, en Côte d'Ivoire, on a toujours écouté pendant des lustres parler d'Houphouët-Boigny quand on parle de ce type de récompense. Heureusement que le digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny, qui n'est autre que le président Alassane Ouattara, est de main de maître reconnu par la communauté internationale. On s'envole pour la Mauritanie. En Mauritanie, comme je le disais tantôt, ce pays dirigé par son Excellence le président de la République Mohamed Ould El Ghazouani, hors des frontières de la Côte d'Ivoire, s'est tenu, comme je le disais tantôt,
une cérémonie de très haut vol organisée par le comité de la conférence africaine pour la promotion de la paix. Et le lauréat 2025 n'est autre que son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà qui fait chaud au cœur de voir qu'à chaque fois qu'on a parlé de paix dans ce pays, depuis pratiquement 50 ans, à l'époque on n'était que des départements français, le Mali c'était le Soudan français, la Côte d'Ivoire c'était la basse Côte d'Ivoire, et il y avait tout ça, mais depuis nos indépendances, quand on parle de paix, cela rime avec le nom Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est beau de voir un digne successeur revenir et aussi avoir des récompenses quand on parle de la paix. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Nous allons tout de suite du côté de la Mauritanie. C'est un événement qui fait chaud au cœur à tous les Ivoiriens ainsi qu'à toute l'Afrique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a été désigné lauréat du prix africain pour la promotion de la paix 2025 par le comité de la conférence africaine pour la promotion de la paix. Cette conférence est une initiative conjointe du gouvernement mauritanien et du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, créé en 2020 à l'initiative de Cheikh Abdullah bin Baya. Cette distinction a été officiellement remise le mardi 21 janvier 2025 par son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie à Nouakchott, lors de la conférence africaine pour la promotion de la paix à l'émissaire du chef de l'État ivoirien, le ministre d'État M. Jeannot Ahoussou Kouadjo, conseiller spécial à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est avec honneur et fierté que j'accepte, au nom de mon pays, cette prestigieuse récompense qui célèbre chaque année la contribution notable d'un chef d'État africain à la promotion et au maintien de la paix sur notre continent. Cette distinction témoigne non seulement d'une certaine reconnaissance, mais représente aussi et surtout un appel à davantage de détermination et d'abnégation dans les œuvres de paix. Je puis vous assurer de mon engagement à continuer de travailler inlassablement à la promotion de la paix et de la dignité humaine sur notre continent. Je voudrais témoigner de la contribution décisive qu'ont apporté les nombreuses initiatives nationales et internationales qui ont contribué à la résolution de la crise post-électorale que mon pays a connue en 2011. C'est en cela que je voudrais saluer le Forum africain pour la paix qui constitue un instrument pertinent pour mobiliser les leaders de notre continent autour de la culture de la paix. Signé le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ce prix récompense les initiatives de paix déployées par le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, au niveau national comme international. Nous quittons la Mauritanie pour revenir effectivement en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Mais avant, pour les Mauritaniens et pour ceux qui regardent ailleurs, qui nous regardent et qui se disent « oui, il a effectivement mérité ce prix 2025 pour la promotion de la paix », je vous permets, grâce à Marcel Bassolé, de regarder la Côte d'Ivoire. Regardez Abidjan. Après Abidjan, nous allons choisir une autre ville. Allons-y à Yamoussoukro. Yamoussoukro disait d'ailleurs le ministre-gouverneur que le seul qui pouvait se déclarer héritier du président Félix Houphouët-Boigny était le président Ouattara pour avoir poursuivi l'œuvre du père de la nation ivoirienne. On ne s'auto-proclame pas héritier. On hérite de quelqu'un, on continue son œuvre. Et à ce moment-là, c'est le peuple qui dit que vous êtes un héritier. Depuis que Félix Houphouët-Boigny a bitumé Yamoussoukro, tous les présidents successifs, aucun n'a jamais procédé au rebitumage des routes de Yamoussoukro, sauf le président Ouattara. Et en ce sens-là, il est un continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous parlons aussi de la construction d'une autoroute contournante sur 33 km qui va être construite. Les travaux vont démarrer incessamment, qui est un projet qui date de l'époque de Félix Houphouët-Boigny, qui a été repris, actualisé. Les capitaux, les fonds ont été trouvés. Et ça aussi, ça va permettre de contourner Yamoussoukro. Ça nous évite 200 morts par an et près de 300 accidents par an. Ça aussi, c'est l'œuvre du continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Regardez Yamoussoukro. On va choisir une autre ville au pif. Allons-y vers San Pedro.
San Pedro, regardez un tout petit peu la ville de San Pedro. Encore au pif, allons-y dans le nord. Prenons une ville du nord, regardez quelques images. C'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, le développement se fait de partout, de part et d'autre, toute la Côte d'Ivoire. Qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'y a qu'Abidjan. Même si c'est vrai que nous attendons déjà notre métro, ici même à Abidjan. Je vous retrouve juste après la réclame. Comme je vous disais, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, présidée par son Excellence M. Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Et oui, au sein de la présidence de la République, dans le bureau réservé au vice-président de la République, s'est tenu un événement. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a accordé une audience à une délégation de l'OPEP. Quand on parle d'OPEP, tout de suite ça nous renvoie au pétrodollar, parce que c'est pratiquement un tout petit peu tout ce consortium des États arabes. Et le vice-président de la République, son Excellence Timo Kone, a reçu cette délégation au palais présidentiel. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévi Teddy Vonan, Marcel Bassolé et la voix de Constant Rika. Le 28 janvier 2025, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Timo Kone, vice-président de la République, a reçu en audience un groupe de coordination arabe représenté par le fonds de l'OPEP, le fonds saoudien de développement, le fonds koweïtien, pour des remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi qu'au vice-président M. Timo Kone. Et surtout, présenter des félicitations au président Alassane Ouattara pour son leadership et d'excellentes performances macroéconomiques. Comme nous le rapporte ici le représentant de la délégation de haut niveau des fonds arabes pour le développement au micro de CNN Télévision et de C-Web Info présent au palais présidentiel. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Vice-président. Le groupe de coordination arabe ici représenté par le fonds de l'OPEP, le fonds saoudien de développement, le fonds koweïtien et la BADEA. Nous étions venus présenter nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Vice-président, et à travers lui à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'excellente relation qui existe entre le groupe de coordination arabe et la République de Côte d'Ivoire. C'était aussi l'occasion pour nous de présenter nos félicitations à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour les excellentes performances macroéconomiques que son leadership a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser et la forte résilience de l'économie ivoirienne face aux chocs exogènes. La nouvelle notation du pays et la sortie sur les marchés des capitaux sont des témoignages éloquents du succès des politiques menées sous le leadership de son Excellence, le président Alassane Ouattara. Nous avons aussi écouté attentivement les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-président, sur les priorités de la République de Côte d'Ivoire pendant les prochaines années et surtout dans le cadre du plan national de développement et dans sa version qui va couvrir la période 2026-2030. Notons que c'est en présence du ministre Kabagnale que s'est déroulé pendant 1 heure cet entretien. Voilà, un pays qui marche, un pays, tout fonctionne, la Côte d'Ivoire, toutes les institutions sont en marche. Nous allons rester toujours en Côte d'Ivoire et là nous allons parler de l'Assemblée nationale qui est ce bureau situé sur l'une des collines d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent Abidjan, j'ai coutume de dire. L'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été présidée par l'honorable Adama Bictogo en sa qualité de président de l'Assemblée nationale. Et ceci en présence des hautes autorités ivoiriennes, parmi lesquelles le Premier ministre, le haut représentant du chef de l'État et de nombreux autres ministres, ainsi que le président du Sénat ivoirien et de nombreux invités aussi prestigieux les uns les autres. Sous la caméra visée d'Ousmane Koulibaly de CNN, avec à ses côtés Lévi Vonan, je vous offre le reportage de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
lundi 20 janvier 2025, dès 10h GMT, sur la colline du Plateau, où siège l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est à un accueil chaleureux qu'ont eu droit les présidents des chambres hautes et basses de la CEDEAO, le haut représentant du chef de l'État ivoirien, M. Gilbert Koné Kafana, le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Mme Chantal Nanaba Camara, du président du Conseil économique et social et environnemental de Côte d'Ivoire, M. Eugène Akaroulé, le président de la Cour de cassation, M. Kofi Ouajouachan, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zorobiballo, le président du Sénat de la Côte d'Ivoire, la vénérable Kandia Camara, le président du Sénat du Nigeria, le vénérable Godswill Akpabio, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Begré Mambé, salué par l'hymne national. Et de nombreux invités. Répondant à la convocation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, le palais de l'Assemblée nationale, comme je disais tantôt, situé sur l'unique colline du Plateau, a accueilli les dignes représentants du peuple ivoirien, les honorables députés de la nation dans toutes leurs composantes, tous arborant leurs écharpes et autres insignes de parlementaires. Cette convocation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, en cette cérémonie solennelle tenant lieu d'ouverture de la première session ordinaire 2025. Cette première session ordinaire a enregistré la présence des présidents des parlements du Ghana, du Sénégal, du Bénin, du Togo et du Nigeria. L'honorable Adama Bictogo a présenté les grandes lignes de l'action de la Chambre basse du Parlement ivoirien qu'il préside, dont les axes majeurs seront la diplomatie parlementaire, les négociations pour la promotion de la paix, la démocratie, le climat pour lequel 25 projets de loi sont déjà prêts et seront examinés par les différentes commissions de cette Chambre basse du Parlement ivoirien. À l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, notons qu'il y a eu des allocutions des présidents des Assemblées nationales du Togo, du Bénin, du Ghana et le vénérable président du Sénat du Nigeria, invités sur le pupitre de l'Assemblée nationale. Nous avons tant à se partager sur notre communauté de destin, sur les immenses responsabilités qui nous unissent et sur les opportunités que nous pouvons bâtir ensemble. Chaque mot porte le poids des sujets essentiels qui nous tiennent à cœur et pour lesquels nous travaillons en cœur. La classe politique ivoirienne à laquelle je m'adresse se prépare à affronter une élection capitale et je joins ma voix et mes prières à celle de tous ceux qui aiment ce beau et grand pays et rêvent de le voir chaque jour encore plus beau et plus prospère. Nos relations ont dépassé l'étape de la diplomatie pour atteindre la diplomatie parlementaire avec nos assemblées nationales qui jouent un rôle essentiel pour renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'espoir concernant le futur de l'Afrique de l'Ouest prend forme. Les rêves se transforment en politique et en aspiration.
après avoir salué la présence du Premier ministre et représentant du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, du président du Sénat, du président du Conseil constitutionnel, du président de la Cour de cassation, monsieur le président du Conseil économique et social environnemental, de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, de ses homologues de la CEDEAO, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, de leurs excellences les nonces apostoliques, les honorables députés, les vénérables sénateurs, les guides religieux, sans manquer de citer les médias nationaux et internationaux. Du haut de son perchoir, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Togo, a prononcé son allocution face à ce beau parterre avec la présence du Premier ministre qui était de toute oreille. Je voudrais, avant tout propos, à l'orée de la nouvelle année, souhaiter à toutes et à tous mes vœux de paix, de santé inoxydable, de prospérité et de bonheur tout le long de cette année. Que Dieu le Tout-Puissant, dans sa grande générosité et sa miséricorde, nous accorde la sagesse et renforce notre amour commun pour notre patrie. L'année 2024 a permis de maintenir nos efforts pour le développement de notre pays, grâce notamment à la consolidation de la paix, de la sécurité, au renforcement de la cohésion nationale et la culture du dialogue en toutes circonstances. La Côte d'Ivoire continue ainsi de démontrer la robustesse de son économie grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion rigoureuse et saine de nos finances publiques sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara. De ce fait, l'activité économique s'est améliorée avec un taux de croissance du PIB évalué à 7% en 2025 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Nous voudrons là aussi féliciter son Excellence le Premier ministre Robert Begré Mambé pour la conduite avec abnégation et dextérité du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'année 2024 a aussi vu la poursuite des investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques, miniers, des télécommunications, dans le système éducation-formation, en matière de santé, d'accès à l'électricité, à l'eau potable et au logement et en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, l'année 2025 revêt un caractère particulier du fait de la tenue de scrutins majeurs, à savoir les élections présidentielles et législatives. Ces élections doivent traduire la maturité politique et démocratique de notre belle Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs politiques ainsi que tous nos compatriotes à une conscience citoyenne, afin que dans un élan de patriotisme, que nous puissions offrir à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique des élections apaisées. Cette première session ordinaire de l'année 2025 s'ouvre avec 25 projets de loi en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale, au nombre desquels 9 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification d'ordonnances et 8 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Ces projets de loi ont trait, entre autres, à l'exercice de la médecine, aux droits humains, au changement climatique, à la fiscalité et à l'activité industrielle. C'est alors que les caméras de CNN Télévision et de C-Web Info ont recueilli pour vous quelques impressions. Alors d'abord, il faut saluer la présence de tous les présidents des parlements ouest-africains qui nous ont fait l'honneur d'être là. Et tous les thèmes qui ont été développés à cette occasion, c'est l'appel à la paix, à l'unité. Et ils ont aussi, nos autres, ont souhaité que les élections qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire se passent dans une ambiance de paix et de fraternité. Beaucoup de messages de l'unité, beaucoup de messages de résilience et de la paix en Côte d'Ivoire. On peut dire les 5 invités des présidents des autres institutions, des autres pays, ont vraiment tenu des discours qui ont ravi le cœur de chaque Ivoirien, qui nous ont motivés et qui nous ont fortifiés dans notre volonté d'être pour les peuples
de nos nations. Il faut dire que c'est avec beaucoup de responsabilité que nous entamons cette session ordinaire de l'année 2025. Et en tant que député, je reste engagé fermement pour défendre les causes des populations à travers, bien entendu, les lois qui vont être présentées ici à l'Assemblée. Dans son discours et dans le discours de, toutes les délégations, chefs de délégation, on peut lire la coopération, le renforcement de la coopération entre les pays frères, entre les pays voisins, donc ce qui est extrêmement important. Nous avons eu à cette ouverture solennelle la présence de plusieurs présidents de l'Assemblée nationale de pays frères qui ont honoré de leur présence notre belle cérémonie d'ouverture. Une belle photo de famille a clôturé cette cérémonie solennelle de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, présidée par l'honorable Adama Bictogo. Tout en vous rappelant que vous êtes sur CNN et que l'émission que vous regardez, c'est le Constier Carl-Week News, comme d'ailleurs je vous propose toute la programmation. Vous la regardez, c'est tous les jours à 8h GMT, 11h30, 16h45 et 19h00 GMT. Voilà, vous avez l'occasion de vivre comme ça l'information vraie que nous propose cette chaîne de télévision qui est la vôtre, ainsi que relayée par C-Web Info, qui est la sœur de télévision mère à CNN et qui propose de l'information 24h sur 24 non-stop, comme vous ne le verrez nulle part ailleurs. On se retrouve non sans vous avoir fait cliquez de l'œil pour l'anniversaire de cette belle institution. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Dans cette émission, on a pris coutume de vous présenter un pays. Le pays choisi pour cette rentrée de programme 2025 n'est autre que l'Éthiopie. On en parle souvent un peu moins. Nous allons faire un tour du côté de l'Éthiopie pour vous présenter ce pays, ses atouts. Un pays qui fait aussi beau vivre et qui n'est autre qu'un pays d'Afrique. Ce pays est un pays dont la compagnie aérienne a été pendant de nombreuses années une des rares compagnies à faire du bénéfice. Nous allons en Éthiopie grâce à Marcel Bassolé et la voix de Constant Ika. L'Éthiopie, considérée comme l'un des berceaux de l'humanité, l'Éthiopie est avec le Tchad, le Maroc et le Kenya, l'un des pays où l'on retrouve les plus anciens hominidés. L'Éthiopie, située sur la corne de l'Afrique, est un pays enclavé et aride, traversé par la vallée du Grand Rift. Avec des découvertes archéologiques remontant à plus de 3 millions d'années, cette région est riche d'une culture ancestrale, l'Alibela. Avec ses églises chrétiennes monolithiques des 12e et 13e siècles, compte parmi les sites importants du pays. Aksum abrite les ruines d'une ancienne ville et les obélisques, les tombeaux, des châteaux ainsi que l'église Sainte-Marie de Sion.
Selon la Banque mondiale, la population de l'Éthiopie s'élève à 126 500 000 habitants en 2023. Son produit intérieur brut, en sigle PIB, s'élève à 163,7 millions de dollars US et son taux de croissance à 6,5%, tandis que son taux d'inflation est de 30,2%, et ce depuis 2023, et un taux de chômage qui se situe à 3,5%, ce depuis 2023 toujours. Selon la Direction générale du Trésor, le déficit public estimé à 2,5% du produit intérieur brut, en sigle PIB. Sa dette publique, 40,2% du produit intérieur brut, en sigle PIB. Et sa balance commerciale est de moins 8,5% du produit intérieur brut. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie est une puissance démographique de 126 millions d'habitants. Cet État fédéral est composé d'environ 80 groupes ethniques distincts, les Oromos, les Amharas étant les deux principaux groupes représentant respectivement environ 35% et 30% de la population éthiopienne. L'Éthiopie contemporaine a été profondément marquée par la victoire de la rébellion tigréenne sur le régime marxiste du Derg en 1991. Depuis cette date, le pays a mis en place un fédéralisme fondé sur l'ethnie, en rupture avec la longue pratique de centralisation. Ce modèle incarné par le Premier ministre Meles Zenawi a toutefois donné lieu à une hausse des tensions ethniques en Éthiopie à la fin des années 2010. À son arrivée au pouvoir en avril 2018, Abiy Ahmed a initié une politique de libéralisation et de transformation de la scène politique éthiopienne qui a mené à la suppression du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien et la formation du nouveau parti de la prospérité, Prosperity Party. Ces évolutions ont été fortement contestées par certains acteurs politiques éthiopiens, au premier rang desquels le Front de libération du peuple du Tigré, en sigle TPLF, anciennement majoritaire au sein de la coalition au pouvoir. En novembre 2020, un conflit a éclaté dans la région du Tigré entre le TPLF et le gouvernement fédéral qui s'est progressivement étendu aux régions voisines, à savoir l'Afar et l'Amhara, et aurait fait, selon l'Union africaine, environ 600 000 victimes. Selon le rapport de l'enquête conjointe du Haut Commissariat pour les droits de l'homme et de la Commission éthiopienne pour les droits de l'homme publié en novembre 2021, le conflit aurait donné lieu à de potentiels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par l'ensemble des parties au conflit. À l'issue des négociations tenues à Pretoria et conduites sous l'égide de l'Union africaine, le gouvernement éthiopien et le TPLF ont conclu un accord de cessation des hostilités le 2 novembre 2022 qui a permis de mettre fin au conflit. La mise en œuvre de l'accord achoppe toutefois sur la question du désarmement et de la démobilisation des milices du TPLF et sur l'avenir des territoires contestés et occupés par des milices Amhara. S'agissant de sa politique étrangère, l'Éthiopie est un acteur reconnu sur la scène internationale. Visite fréquente de dirigeants occidentaux, arabes et asiatiques, mise en place d'un dialogue politique renforcé avec l'Union européenne, la poursuite d'un partenariat étroit avec la Chine, adhésion au groupe des BRICS le 1er janvier 2024. Addis Abeba accueille depuis 2002 le siège de l'Union africaine, après avoir hébergé celui de l'Organisation de l'Unité africaine de 1963 à 2002. Si l'Éthiopie entend jouer un rôle croissant sur le continent africain, comme l'a démontré son rôle de plateforme de distribution de l'aide chinoise pendant la crise de la Covid-19, elle conduit une politique étrangère principalement centrée sur l'Afrique de l'Est qui vise avant tout à garantir sa sécurité et son développement. Le conflit au nord du pays et l'annonce de la conclusion d'un mémorandum avec le Somaliland depuis 2024 ont toutefois fragilisé la position de l'Éthiopie en tant que garant de la stabilité régionale. Malgré une croissance économique soutenue lors de la dernière décennie, le pays fait face à des difficultés structurelles, portées par l'investissement public dans les infrastructures et financées par l'endettement externe, chinois en grande partie. La croissance est passée d'une moyenne de 2,5% durant les années 90 à 9,6% sur la période 2010-2019. Fondée sur un modèle d'économie fortement administré et hérité du régime communiste du Derg, le développement du pays repose sur la mise en place des plans quinquennaux qui ont permis de financer de grands projets d'infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications et des parcs industriels orientés vers l'export. Ce modèle n'est désormais plus viable au
regard de la faible capacité du pays à faire face à la charge de sa dette externe croissante. La dette publique de l'Éthiopie est jugée non soutenable par le Fonds monétaire international, en sigle FMI, en raison de la faible capacité d'endettement du pays, malgré une réduction de la dette publique rapportée au produit intérieur brut, en sigle PIB, ces dernières années, passant de 53,7% du produit intérieur brut, PIB, en sigle, en 2020, à 40,2% en 2023. La croissance de l'économie éthiopienne s'est élevée à 6,5% en 2023. La modernisation du secteur agricole, la progression de l'économie de services sur la base d'une lente urbanisation et la reprise du secteur de la construction privée pourraient expliquer l'essentiel de la croissance. Malgré les forts taux de croissance de ces dernières années, les indicateurs sociaux restent très faibles. Le produit intérieur brut, en sigle PIB par tête, qui s'est élevé à 1473 $ US en 2023, demeure contraint par la croissance démographique du pays, à savoir 2,7% en moyenne entre 2012 et 2022. En 2022, le pays était classé à la 176e place sur 191 en termes d'IDH, bien que l'agriculture, qui représente 32% du produit intérieur brut en sigle PIB et 87% de ses exportations, demeure le pilier socio-économique du pays. L'Éthiopie peine à satisfaire les besoins alimentaires de sa population. Notons que le nom officiel est la République fédérale démocratique d'Éthiopie. La nature du régime est la République fédérale. Son chef d'État, qui occupe un poste honorifique, est Madame Sahle-Work Zewde depuis le 25 octobre 2018. Et le Premier ministre, chef de l'exécutif éthiopien, est Monsieur Abiy Ahmed Ali depuis le 2 avril 2018. Voilà que vous en savez mieux maintenant sur l'Éthiopie. Vous en savez d'ailleurs un peu plus pour certains. Et pour ceux qui ne savaient rien du tout, savent désormais tout sur ce pays frère d'Africain, un pays baptisé l'Éthiopie. Haïlé Sélassié, ça rappelle beaucoup de choses au Rasta. Nous allons rester en Afrique pour vous parler d'un autre pays africain dont les prouesses appellent ce qui a été considéré comme le coup de la liberté. Les prouesses et le respect de la feuille de route du CTRI est vraiment quelque chose à féliciter de part et d'autre. À sa tête, un homme, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, est pratiquement sollicité par tous ses compatriotes gabonais qui l'incitent pratiquement à se présenter pour ce qui est connu aujourd'hui de tous, à savoir la convocation du collège électoral au Gabon pour le 12 avril 2025. L'année 2025 s'apprécie, s'accélère avec toutes ces élections qui auront lieu pratiquement dans nombreux pays africains. Alors, le Gabon, on le sait déjà, c'est le 12 avril. En Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on le sait aussi, c'est au mois d'octobre. C'est de ce Gabon, dirigé par le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous allons parler en ce moment. En prélude aux échéances suprêmes dont l'élection présidentielle au Gabon, le CTRI honore avec minutie tous ses rendez-vous pour redonner au Gabon ses lettres de noblesse. En cela, la convocation du collège électoral, comme je disais tantôt, aura lieu le 12 avril 2025. Mais avant, il faudrait rappeler simplement qu'il y a eu l'élection à l'unanimité du Code électoral gabonais. Reportage depuis Libreville, notre correspondant Teddy Ossé et la voix de Charlotte Abdoulaye. Les députés gabonais ont adopté le texte harmonisé du nouveau code électoral gabonais qui découle d'une commission mixte paritaire du Parlement de la transition. Selon Jean-François Ndongou, le président de l'Assemblée nationale du Gabon, la loi organique concernant le code électoral en République gabonaise contient de nombreuses innovations. Ce nouveau dispositif permet désormais de prendre en compte nos compatriotes résidant à l'étranger en octroyant 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale. De même qu'il va permettre aux citoyens binationaux, sans avoir besoin de renoncer à la 2e nationalité, de se porter candidat à toutes les élections politiques, à l'exception bien évidemment de celle du président de la République. On note également des progrès concernant le processus électoral et la représentation des femmes. Tout électeur peut solliciter des juridictions compétentes
l'annulation des résultats de vote de son bureau de vote. Et pour soutenir ces prétentions, ce dernier a besoin du procès verbal, pièce utile, disait la Cour constitutionnelle en son temps, qui faisait souvent défaut lors des dépôts de requêtes. Désormais, tout citoyen a accès au procès verbal de son bureau de vote et pour moi, c'est un grand pas vers la transparence électorale. Pour la première fois dans le code électoral, nous avons la prise en compte de l'inclusion du genre, notamment les femmes, pour le quota minimum de 30%. Et il y a dans les mécanismes d'appui à cette mesure la possibilité pour la commission en charge des élections de faire des observations à tous les partis et tous les indépendants qui enverront des propositions de candidatures qui ne tiennent pas compte de ce quota. Suite à l'adoption de ce nouveau code électoral par l'Assemblée nationale et le Sénat, le 20 janvier 2025, la dernière phase pour mettre en application cette nouvelle loi électorale gabonaise est sa promulgation par le président de la République gabonaise, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous quittons le Gabon pour la Tanzanie. La Tanzanie, ce pays présidé par son Excellence Samia Suluhu, est un pays qui nous permettra aussi de comprendre un peu ce qui se passe de ce côté de l'Afrique. En Tanzanie, la Côte d'Ivoire, en marge du sommet Africa Energy, a dévoilé son pacte national de l'énergie, 98% des localités électrifiées. Et tout ceci en présence du chef de gouvernement, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. En prélude au sommet des chefs d'État africains et de gouvernement, la Côte d'Ivoire dévoile son pacte national de l'énergie à Dar es Salaam, en Tanzanie, en présence du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé. Ce pacte national est la feuille de route mise sur pied par le gouvernement ivoirien pour conduire ses ambitions en des termes d'amélioration de son secteur énergétique ainsi que l'amélioration de la connectivité des populations vivant en Côte d'Ivoire à l'électricité. La Côte d'Ivoire est félicitée pour le dynamisme de son secteur énergétique et pour les priorités établies par le gouvernement dans le cadre des atteintes de ses objectifs. Sur l'accès, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès impressionnants avec un taux de desserte de 64% et un taux de couverture de 88% en 2023. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays africains qui sont sur la bonne voie pour atteindre l'accès universel d'ici 2030. Son objectif de 45% d'énergie renouvelable, aligné sur la contribution du tribunal national, est également louable. Et nous sommes heureux de voir des plans d'action concrets pour atteindre ces deux étapes importantes. Toutefois, des efforts restent nécessaires pour soutenir cet élan et le secteur privé pourrait constituer un allié adéquat pour soutenir cette dynamique. Au départ, il y avait une vision. Et la vision du président Alassane Ouattara, c'était de dire qu'il veut que dans moins de 10 ans, nous puissions raccorder toutes les localités de plus de 500 âmes dans notre pays à l'horizon 2025. On y est presque puisque nous sommes aujourd'hui à 98% des localités de notre pays qui sont couvertes. Pour y arriver, il a fallu mobiliser des investissements. Pour y arriver, il a fallu faire des réformes. Comme aujourd'hui, en termes de taux d'accès, donc le chiffre d'actualité, c'est 70%. Nous avons moins de 1,4% d'Ivoiriens qui vivent dans des localités où il n'y a pas d'électricité. Donc 98,6%. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre pacte parce qu'en réalité, malgré ces résultats, nous avons des défis. Et parmi ces défis, il y en a d'autres que nous ne pouvions pas relever seuls. C'est pour ça que nous accueillons favorablement le cadre de ce compact. Les investisseurs et les partenaires financiers sont disposés à soutenir ce pacte national présenté par la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de saluer le gouvernement de la Côte d'Ivoire ainsi que vos départements ministériels respectifs pour le travail remarquable accompli dans la préparation du compact énergie de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir d'annoncer que la banque augmentera son soutien pour fournir d'électricité à au moins 1,6 million de personnes supplémentaires en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'initiative M300.
Nous réitérons tous nos engagements d'accompagner le pays aux côtés des autres partenaires au développement et du secteur privé à relever ces défis de Compact Energy, car c'est dans ce cadre que nous allons ensemble travailler pour permettre à la République de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une énergie propre, fiable, accessible et à un coût abordable. Monsieur Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, se réjouit des résultats obtenus et peut compter sur le soutien de ses partenaires économiques pour intensifier les actions entreprises sur le terrain. Félicitations que la Côte d'Ivoire a récoltées proviennent essentiellement de la qualité du travail du président de la République en ce qui concerne les domaines d'activité qui renforcent le dispositif d'évolution de notre économie et notamment en ce qui concerne l'énergie. Nous avons présenté un document que tous les participants ont apprécié. Après analyse, et ont reconnu que la qualité a été de mise dans la présentation du document et surtout dans la perspective qui se dessine pour l'énergie en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi apprécié la qualité des hommes qui gèrent le secteur énergétique et surtout la qualité de la prospective qui se dessine et qui montre que dans ce domaine, notre pays est un exemple. Je voudrais féliciter donc tous les collaborateurs avec qui nous avons travaillé, en commençant par Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui a un environnement de travail extraordinaire. Et ce que nous retenons aussi, c'est que les perspectives sont très bonnes pour ce qui concerne notre pays et nous devons redoubler de vigilance parce que c'est un système de travail que nous avons adopté. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qui a été réalisé. Il faut toujours voir ce qui reste à réaliser pour offrir aux Ivoiriens le meilleur qu'ils puissent attendre. Donc nous repartons avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'engagement des investisseurs qui sont décidés à intervenir en Côte d'Ivoire pour porter notre mix énergétique à près de 45% en 2030 et faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique qui va distiller ses capacités dans toute la sous-région et faire en sorte que dans ce domaine, nous soyons encore parmi les meilleurs. Nous repartons d'ici renforcés par la conviction que les orientations du président sont très claires, dynamiques et s'inscrivent dans la perspective d'une Côte d'Ivoire solide. Des partenaires financiers et des investisseurs potentiels ont tous manifesté leur désir de s'impliquer davantage dans l'expansion du domaine énergétique en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours en Tanzanie et nous allons parler de ce grand sommet sur l'énergie. Baptisé Africa Energy Summit, qui a réuni de nombreux dirigeants des pays africains, ou leurs représentants et encore chefs de gouvernement, à Dar es Salaam, la capitale. C'était le 28 janvier dernier. Le reportage pour CIDEN, Charlotte Abdoulaye Gozoricha, Marcel Basselet. À l'ouverture officielle du sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam, le 28 janvier 2025, les dirigeants africains ainsi que leurs représentants et chefs de gouvernement ont été honorés dans une atmosphère empreinte des teintes de la culture tanzanienne. Les chefs d'État et de gouvernement de presque tous les pays de l'Afrique ont répondu présent à l'appel de la Tanzanie. Tous, ou du moins la majorité. Pour la circonstance, M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, représente le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la Mauritanie, lance les activités de cette journée. Par la suite, la présidente de la République unie de la Tanzanie souhaite une chaleureuse bienvenue à ses hôtes. Le but du sommet est de connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030 grâce à des solutions novatrices. Les chefs d'État africains présents et leurs représentants adoptent à l'unanimité les engagements du sommet mission 300 Africa Energy. L'opportunité leur est donnée de communiquer à travers des panels et de partager leurs perspectives avec leurs homologues sur les dispositifs qu'ils prévoient d'implémenter pour augmenter la capacité en électricité dans leurs pays respectifs. Pour le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, représentant le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, pour la circonstance, a évoqué les mesures mises en œuvre pour faciliter l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est appuyé sur deux piliers en matière d'électricité. Le premier pilier, c'est la couverture du territoire national. Nous sommes à 94% de taux de couverture. Le deuxième pilier, c'est le taux d'accès, ce qu'on peut appeler le taux de connexion. Et pour réussir cela, on s'est appuyé sur un mécanisme, la politique
de raccordement électrique à moindre coût. Avec 1,5 $, les populations ont la possibilité de se connecter. Et ce programme, nous l'avons réalisé avec le soutien de la Banque africaine de développement et des institutions comme la Banque mondiale que je voudrais remercier. Nous avons réussi à réaliser près de 3018 MW d'électricité. Pour produire cette électricité, nous sommes appuyés aussi sur 30% d'investissement de l'État et 70% d'investissement du privé. Nous avons plusieurs segments de potentialité. L'eau, le gaz, l'hydrocarbure, le soleil et bientôt l'éolienne. Et nous sommes en train de faire des recherches sur l'hydrogène. Les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire constituent une richesse en électricité parce qu'avec la biomasse, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les propositions que nous voulons faire à nos amis de la BAD et de la Banque mondiale sont les suivantes. Il faut avoir des guichets avec des taux d'intérêt concessionnels et des durées de maturité assez longues parce que le domaine de l'électricité est très sévère en matière d'équilibre financier. Nous lançons des appels d'offres à partir du mois prochain pour réaliser au moins 200 MW de connexion en électricité et avoir des prix les meilleurs pour que nous ayons des compétitions structurées et bien agencées. La Côte d'Ivoire constitue pour les opérateurs privés une terre d'opportunités en matière d'électricité. Dans le cadre du soutien aux initiatives novatrices, les jeunes de Tanzanie sont récompensés pour la qualité de leurs inventions visant à préserver l'environnement. Le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie Dar es Salaam 2025 se referme sur une note d'optimisme. Fini les engagements, il est temps de mettre en œuvre l'application ou d'intensifier les actions entreprises pour atteindre les objectifs du programme Mission 300 Énergie. On ne bouge pas de Dar es Salaam. On aime bien ce pays présidé par son Excellence Samia Suluhu et on reste là à Dar es Salaam. Et à Dar es Salaam, c'est tenu de nombreuses choses en marge de ce sommet Africa Summit Energy. Le président de la République congolaise, M. Denis Sassou Nguesso, a profité justement de la présence de ses homologues à ce sommet en Tanzanie et pour les recevoir comme il se doit, la manière africaine, au nombre desquels on pouvait compter le président Brice Clotaire Oligui Nguema et de nombreux autres. Avec la complicité de Teddy Ossé, notre correspondant permanent du côté du Gabon, avec sa complicité la charmante voix de Charlotte Abdoulaye, l'équipe de CNN à la réalisation Marcel Bassolé. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu un entretien avec ses homologues bissau-guinéens, son Excellence Umaru Sissoko Embalo, et gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Une tripartite qui a permis aux trois dirigeants de se pencher sur les sujets brûlants de l'Afrique. Ils ont aussi élargi leurs échanges sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Les trois dirigeants ont convenu de la nécessité de réduire le déficit énergétique en Afrique en adhérant à l'initiative Mission 300. En ce qui concerne les relations bilatérales, son Excellence Denis Sassou Nguesso du Congo, son Excellence Umaru Sissoko Embalo de Guinée-Bissau et le général Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des liens de coopération qui unissent leurs trois pays. Au cours de leur entretien, les trois dirigeants ont été rejoints par le chef de l'État mauritanien, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. L'actualité africaine marquée par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe armé M23 a pris contrôle de la ville de Goma, est une question qui inquiète les dirigeants et suscite l'attention de l'Union africaine. Quittons un tant soit peu la Tanzanie pour la République de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous prennent en marche, retenez que c'est le pays dirigé par le président Alassane Ouattara, un pays qui est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce pays, il faut beau vivre, l'attractivité économique, l'attractivité touristique. Venez-y, vous qui êtes de l'autre côté et qui souhaitez investir en Afrique. En Côte d'Ivoire, nous allons aborder le volume des passagers à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui ne cesse d'augmenter, ce qui atteste la bonne santé de l'État de Côte d'Ivoire, de la politique gouvernementale, donc à la tête le président Alassane Ouattara. Reportage toute l'équipe de CNN Côte d'Ivoire.
Le trafic de passagers à l'aéroport d'Abidjan est en progression continue depuis la fin du Covid-19, passant de 935 130 voyageurs en 2020 à 2 535 451 voyageurs à la fin de 2024, soit une hausse globale de 171,1% entre 2020 et 2024, a annoncé Koné Diomaye, le directeur du cabinet du ministre des Transports, M. Amadou Koné, le jeudi 23 janvier 2025 à Abidjan, Cocody, à l'ouverture de l'atelier national de consultation des usagers du transport aérien. Il faut noter qu'en 2023, la Côte d'Ivoire n'a réalisé qu'environ 1,04% du trafic total africain et 6,81% du trafic total ouest-africain. Il est donc important pour nous de marquer une pause, de discuter avec tous les acteurs réunis d'une politique nationale sur le transport aérien pour faire face à la compétitivité et améliorer la connectivité, renforcer également la sécurité et la sûreté, prendre en compte les questions d'environnement et répondre aux alertes des voyageurs et à leurs attentes, et de faire en sorte que les populations puissent voyager dans des conditions de confort et de sûreté. En 2024, l'aéroport d'Abidjan a enregistré une augmentation de 8,7% du nombre de passagers par rapport à 2023, où le total s'élevait à 2 331 917 passagers. Selon M. Koné Diomaye, en matière de liaison aérienne, la Côte d'Ivoire est reliée en 2024 par des vols directs réguliers à 26 villes africaines, 4 villes asiatiques et une ville nord-américaine et 2 destinations européennes opérées par 23 compagnies aériennes régulières. S'agissant de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, M. Koné Diomaye, directeur du cabinet du ministre des Transports, a fait savoir qu'elle affiche une situation satisfaisante marquée par l'atteinte de l'équilibre financier et l'amorce d'un cycle de rentabilité. La compagnie nationale, qui affiche un résultat d'exploitation positif depuis 2021, a enregistré à la fin de l'exercice social 2023 un bénéfice de 658 millions de francs CFA. Air Côte d'Ivoire a élargi son éventail de destinations et s'apprête à lancer les vols long courrier avec l'inauguration des liaisons vers Paris. D'après Koné Diomaye, le trafic intérieur connaît également une forte croissance avec une moyenne de 100 000 voyageurs par an comptabilisés par les aéroports nationaux. Après la Côte d'Ivoire, nous allons au Togo. Au Togo, le pays présidé par son Excellence Faure Essossimba Yassingbe est un petit pays, surtout par sa superficie, et non par des choses grandes qui sont faites sous la présidence de son Excellence Faure Essossimba Yassingbe. Nous allons au Togo. Au Togo, le président Faure Essossimba Yassingbe, président de la République togolaise, fait des heureux parmi ses compatriotes par des actes de grandes envergures. Il a été à l'inauguration d'une belle institution qui parle de santé. La santé, c'est une priorité et c'est ce que je souhaite à tous les téléspectateurs de CNN, à tous qui sont fidèles à ce programme et à ceux qui ne le sont pas ou qui regardent aussi ailleurs. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essossimba Yassingbe, a procédé le vendredi 24 janvier 2025 à l'inauguration de l'annexe de l'hôpital de référence de niveau 4 d'Octa-Lafié, symbole d'une volonté collective d'avancer vers un avenir plus sain. Ces infrastructures sanitaires de pointe répondent ainsi à la vision du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essossimba Yassingbe, de promouvoir la santé publique, gage d'une vie paisible et harmonieuse dans la cité. Madame Ingrid Awadé, directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, institution réalisatrice de ce projet innovant, a exprimé sa gratitude au président de la République pour sa politique de promotion du bien-être des populations. Un très haute gratitude à celui dont la vision, le cadrage et les instructions avisées expliquent la réalisation du présent projet. Son Excellence M. Faure Essossimba Yassingbe, président de la République, dont la présence effective à cette cérémonie démontre très clairement de son attention à toutes les actions qui portent sur le bien-être social des populations togolaises. L'implantation de ce grand pôle d'amélioration de l'offre de services de santé et de soins de qualité à toutes les populations du Septentrion vient renforcer le maillage sanitaire dynamique dans tout le pays et représente une étape cruciale vers une meilleure accessibilité des soins de qualité à un coût abordable. Elle constitue ainsi un pas décisif vers une couverture sanitaire universelle, conformément à la feuille de route Togo gouvernementale 2025.
Dans le contexte de la généralisation de l'assurance maladie entamée l'année dernière, le gouvernement ne ménage aucun effort pour renforcer et adapter l'offre de soins à la demande et au bien-être de la population. L'hôpital Dr-Lafayette et ses différentes extensions de Lomé et de Tara, le centre de transfusion sanguine renouvelée du CHU Tara, le centre de production d'oxygène de Bita et Dr-Lafayette de Dakar en projet, entre autres projets en cours, L'hôpital Dr-Lafayette de Kara offre des services d'imagerie et de radiologie médicale, d'hémodialyse, d'ophtalmologie et d'ostomatologie. Il est doté d'équipements de pointe pour des soins spécialisés, notamment une IRM de 1,5 Tesla de Auchan, première au Togo, permettant des diagnostics précis pour des pathologies complexes telles que celles du cerveau, du cœur ou de la prostate. Le centre dispose ainsi d'une radiographie numérisée consacrée aux examens spécifiques pour les pathologies cancéreuses ou des affections de l'abdomen et du petit bassin. Ces dernières années, le Togo a réalisé des efforts considérables dans le domaine de la santé avec la construction d'un hôpital national de référence, Dr-Lafayette, des hôpitaux mère-enfant dans les différentes régions, de nouvelles formations sanitaires et rénovation des formations sanitaires avec la réception de plusieurs unités de soins périphériques, USP, dans le cadre du projet de services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Ces réalisations ont porté le taux d'accessibilité de 71% en 2020 et 90,7% en 2023. Eh oui, ça fait plaisir de voir un chef d'État comme ça qui pense santé pour ses populations. Nous allons au Tchad, juste après la réclame. Au Tchad, en 2024, on parlait du général. Désormais, en 2025, habituez-vous à l'appeler le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État élu, il faut le préciser, chef de l'État élu de la République du Tchad. Il faudrait qu'en Afrique, les choses se fassent dans la paix, tout doucement et bonnement pour le plaisir des Africains. Dans le pays dirigé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, devenu maréchal, il a accordé une audience à un envoyé spécial de son homologue togolais. Reportage Gozo Richard, Charlotte Aboulaye, Marcel Bassolé. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu M. Pascal Bojona, émissaire du président de la République du Togo, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé. Le conseiller spécial chargé des affaires politiques à la présidence togolaise, M. Pascal Bojona, est porteur d'un message confidentiel du président Faure Essouzimna Gnassingbé qu'il a transmis au chef de l'État. Bien que le contenu de ce message reste secret, la visite de l'émissaire togolais vise à renforcer les relations bilatérales et l'amitié personnelle entre les deux dirigeants, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le Togo et le Tchad, deux pays partageant des intérêts communs en matière de sécurité et de développement, développent des liens d'amitié forts et une coopération bilatérale fructueuse. Au cours de l'audience, le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé sa gratitude envers le président Faure Essouzimna Gnassingbé pour son engagement en faveur de l'Afrique et son soutien tous azimuts aux initiatives de paix régionales. Les défis auxquels sont confrontés le Tchad et le Togo, mais aussi l'Afrique dans son ensemble, ont été également évoqués au cours des échanges qui se sont déroulés en présence du chef de la diplomatie tchadienne et des proches collaborateurs du chef de l'État. Au sortir de l'audience, M. Pascal Bojona a fait l'éloge de la coopération bilatérale Tchad-Togo et la nécessité de sa redynamisation. La qualité des relations qui unissent le président togolais Faure Essouzimna Gnassingbé et le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, il est de bon ton que à chaque fois qu'il est de besoin, que les deux chefs d'État puissent échanger sur la situation sécuritaire de l'Afrique. Donc c'est dans ce cadre que le président togolais nous a dépêché, porteur de message, et nous voudrions donc remercier avec la plus haute déférence le président du Tchad pour cette audience et également pour toutes les disponibilités qui ont été prises pour faciliter notre séjour. Le Tchad et le Togo sont des pays frères. Le Tchad et le Togo évoluent dans un environnement politique et sécuritaire complexe et le dialogue et la coopération restent essentiels pour bâtir un avenir commun prospère.
C'est dans cette logique que s'inscrivent les échanges épistolaires fréquents, comme le déplacement de M. Pascal Bojona, ainsi que les rencontres au sommet entre les deux chefs d'État. Voilà, l'Afrique, c'est bien comme cela. Nous quittons le Tchad pour la Côte d'Ivoire. Pour ce premier numéro du mois de février 2025, rien de plus normal d'accorder ce grand format à la République de Côte d'Ivoire en allant tout de suite. Je vous ai dit que l'année 2025 est une année électorale dans plusieurs pays africains. Et ces pays, pas besoin de les citer, on l'a fait dans les précédentes émissions. Et là, nous allons savoir un tout petit peu, nous allons savoir un peu plus sur ce que pensent les Ivoiriens. Dans ce grand format, 2025 est une année électorale en Côte d'Ivoire qui doit définitivement trancher avec diverses appréhensions et faire place à une maturité et prise de conscience réelle et préservation de la paix. C'est en cela que l'équipe de reportage spécial de CNN, dirigée par Ousmane Koulibaly, assisté de Lévité Divonan, l'équipe de reportage a traîné ses caméras pour en savoir un peu plus sur ce que pensent les Ivoiriens. Et non des commentaires qui se font par médias interposés. Non, ce que pensent réellement les Ivoiriens. On leur a tendu notre micro et qu'ils disent ce qu'ils pensent et d'ailleurs ce qu'ils souhaitent. Vous verrez même qu'on a eu des petites épreuves qui nous ont donné du baume au cœur, des appels à la paix en chantant. Ça fait plaisir. Reportage CNN pour ce grand format. Pour cette année électorale, nous demandons simplement la cohésion. Nous demandons aussi une élection apaisée. Comme le président nous a rassuré lors de son message à la nation le 31 décembre 2024, nous aussi en tant que citoyens, nous sommes rassurés. C'est de demander aux gens d'aller aux urnes pour aller élire leurs différents candidats et que le meilleur gagne. Que cette élection-là soit des élections de projets. De projets de candidature, de projets de citoyens, de telle sorte que nous, en tant que jeunes, nous puissions aussi bénéficier aussi de ces républiques-là. Pour les élections en octobre 2025, je pense qu'il n'y aura rien parce que le pays est dirigé. Avec la population, même le peuple, tout le monde, les Ivoiriens sont conscients de ce qui s'est passé. Donc, il y aura la paix cette année 2025 pour la présidentialité. Donc moi, je ne crains pas. Cette année électorale 2025, j'aimerais qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, rien que la paix. Alors, en cette année électorale 2025, je souhaiterais que les hommes politiques s'entendent mieux, qu'il y ait la cohésion et vivent la paix. Cette année élection 2025, moi je souhaite que les politiciens s'attendent pour faire élection. Voilà, que la paix revienne en Côte d'Ivoire, parce que la guerre n'est pas bonne, que les politiciens s'attendent, voilà, faire la politique normalement. C'est nos souhaits ça. En cette année électorale 2025, ce que j'attends des hommes politiciens, j'aimerais qu'ils fassent en sorte qu'il n'y ait pas de guerre dans le pays. Nous devons vivre en paix, que l'élection se passe dans la paix surtout. On ne veut pas avoir de morts comme l'élection 2010 passée. Nous devons vivre en paix et que le meilleur gagne. Pour cette année 2025, une année très spéciale pour notre pays qui marque l'élection 2025. Mon souhait pour ce pays, c'est la paix. Nous devons cultiver la paix, être en harmonie, quelles que soient nos divergences politiques. En cette année électorale, je souhaite la paix. Même je suis un homme de Dieu et j'accentue surtout la paix. La paix, pourquoi? Parce que nous avons tout en Côte d'Ivoire. Nous avons tout dans le sens que non seulement nos sous-sols sont riches, tout en nous en Côte d'Ivoire réussissent, mais c'est la paix qui nous manque pour qu'on en bénéficie. Je vous demande pardon et je me mets à genoux. Je me mets à genoux pour demander pardon aux Ivoiriens. Tous les leaders politiques, tous les leaders, on a trop souffert. On a trop souffert. Soyez bénis. Si vous me voyez ici actuellement, c'est une question de paix. Soyons unis. J'ai dit soyons unis, soyons main dans la main, car vraiment c'est ensemble on peut arriver au sommet. Vous voyez un enfant, quand il est adolescent, pour qu'il puisse grandir, il a toujours besoin de soutien.
Et quand il y a assez de soutien, l'enfant arrive à avancer. Ça pour te dire que toi et moi, si on se donne ensemble la main, et notre beau pays là ira toujours de l'avant. Aujourd'hui, quand je vous parle, les gens même ils nous envient. Pourquoi? Parce que chez nous ici, là, vraiment même il y a la paix. Et c'est cette paix, je veux que ça puisse avoir de l'ampleur. Mais comment ça puisse avoir de l'ampleur? C'est si toi et moi on est d'accord. Donc mon ami, toi et moi, on doit être ensemble pour que demain soit aussi même meilleur. On est ensemble. La paix, c'est pour la vie. C'est terminé pour cette émission, tout en vous rappelant, notre partenaire officiel fêtera les 10 ans de cette institution, une des plus belles institutions, une des plus rassurantes de l'Afrique, l'institution Bertéjean, qui a, comme je disais tantôt, un cycle secondaire et surtout université. Mais je dirais plutôt université Paul I, et pour prochainement, l'université Paul II, pour très bientôt. Et quand cette université fête son 10e anniversaire, c'est tout à fait normal. On va tout simplement remercier encore une fois notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission que j'ai pris plaisir à vous présenter, surtout à retrouver tous mes collaborateurs, toute l'équipe qui tourne avec moi le Constieka Wikinews. C'est notre première pour 2025. Vous avez eu à répétition comme ça du best-of 2024. Et ça fait plaisir de retrouver Ousmane Koulibaly, Gozo Richard, Raman Kohl, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé, de les voir tous. Certains ont un peu pris des jours, comme moi d'ailleurs bien sûr. Et c'est tout à fait plaisant. On va continuer comme ça à vous donner l'information vrai. N'oubliez pas de suivre toutes les rediffusions cnntv.ci et pour ceux qui aiment l'information vraie, l'émission aussi diffusée en permanence ainsi que d'autres informations sur www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka. Au revoir.